La question que je voudrais aborder lors de cette nouvelle causerie de la Bibliotheca Astrologica est un peu provocatrice, puisqu'il s'agit de s'interroger: est-ce que les astrologues maîtrisent leur sujet? Et je voudrais montrer que sur 3 plans essentiels, il ne semble pas que ce soit le cas. Et c'est bien dommage. Qu'il s'agisse de rendre compte du savoir lui-même, de sa structure, de ses composantes, qu'il s'agisse d'expliquer comment l'astrologie est apparue et comment certains changements se produisent, par quel processus, ou enfin qu'il s'agisse tout simplement de la pratique astrologique. Il semble que dans ces 3 ou 4 plans, les astrologues soient un petit peu dépassés en quelque sorte par les événements. Alors je récapitule et je reprends ces différents points. En ce qui concerne le savoir astrologique, nombre des entretiens que j'ai eus avec les uns et les autres, et encore récemment avec cet astrologue argentin installé à Paris, nous montrent que tout au plus, ils délivrent un commentaire plus ou moins ingénieux qui vient se greffer comme une glose sur le document, mais qui en même temps fait écran avec ce document. Le cas le plus flagrant, le plus frappant est bien évidemment celui du zodiaque. La plupart des astrologues esquivent le problème. Et ils ont bien raison, car rendre compte des 12 signes, comme on voudra les appeler, de la cohérence que cet ensemble de 12 signes constitue, est une véritable gageure. Il semble bien que sous la forme sous laquelle ils nous apparaissent aujourd'hui, on n'ait pas à faire un ensemble très homogène et très cohérent. Alors pour masquer cette incohérence, comme je le disais, on va plaquer toutes sortes de propos qui vont, eux, être assez cohérents et qui vont se substituer en réalité à la cohérence zodiacale. Cohérence zodiacale qui d'ailleurs, finalement, n'est pas si évidente que cela et qui est souvent, en fin de compte, recouverte par la répartition des 4 éléments, par les attributions des planètes aux signes, par les rapports entre les signes et les saisons. Bref, tout se passe comme si, en ce qui concerne la symbolique zodiacale proprement dite, et pas tout ce qu'on a greffé par-dessus, il y ait un malaise. Et en vérité, on serait presque tenté de conseiller aux astrologues de ne pas trop insister sur cette symbolique. Et en même temps, cette symbolique, elle est très parlante, quelque part, notamment aux yeux du public. Un lion, un scorpion, un taureau, ça parle à l'imagination. Donc on ne peut pas totalement non plus s'en délester. Quel dilemme, en vérité. Mais visiblement, pour l'historien du symbolisme, cette série de 12 constitue un ensemble très très confus, très perturbé.
peut trouver des sources dans différents documents, comme les almanachs, mais souvent dans un ordre qui n'est pas le même. Et puis c'est un ensemble hybride, syncrétique. Alors donc finalement c'est un ensemble bien embarrassant. Et voilà un exemple donc de cette difficulté à maîtriser son sujet qu'a l'astrologue. On pourrait donner d'autres exemples, bien évidemment. Mais nous allons passer à un autre plan, qui est celui de l'émergence de l'astrologie et de la façon dont les hommes sont marqués par les astres et marqués par les mouvements continus des astres. Alors, il y a un vaste débat à ce sujet concernant la question de l'origine de l'astrologie, de la façon dont l'astrologie a commencé à être instaurée. Et la tentation la plus facile est vraisemblablement celle qui consiste à parler d'une découverte, d'un dévoilement des lois cosmiques que les hommes de l'Antiquité, de quelque antiquité que ce soit d'ailleurs, auraient mené à bien. C'est d'autant plus étrange comme point de vue que, finalement, beaucoup d'astrologues insistent beaucoup sur les interférences, les interconnexions entre les astres. Donc, par conséquent, on voit mal comment on aurait pu discerner la signification de chaque astre en particulier. Alors, cette voie explicative quant à l'origine de l'astrologie, qui serait tout simplement une observation des influences astrales. Ça, c'est une tautologie. On aurait observé l'astrologie, on aurait observé les influences astrales. Oui. Et je pense, pour ma part, que nos ancêtres étaient beaucoup plus doués pour construire des systèmes que pour décrypter les systèmes existants. Et donc ils étaient beaucoup plus doués pour être juristes que pour être scientifiques. Et l'astrologie, selon moi, fait partie des techniques juridiques, sinon judiciaires. Et elle fait partie de ce qu'on pourrait appeler une sorte de calendrier, un autre type de calendrier que celui que nous connaissons, mais un calendrier tout de même, non plus fondé sur la Lune et le Soleil, mais fondé sur d'autres planètes, sur les planètes, sur le Saturne en particulier, qui est une sorte de super-lune, qui a également le nombre 28, mais non, ce n'est plus 28 jours, c'est 28 ans. Et l'astrologie n'est pas forcément née de l'observation des effets des planètes. Sans parler du fait que l'existence de planètes transsaturniennes non identifiables à l'époque n'aurait pu que rendre aléatoire toute recherche d'isolement et d'identification de chaque astre. Donc c'est une voie qui ne mène pas très loin. Et l'autre voie, donc, totalement différente, c'est celle que je préconise, à savoir le choix d'un astre, d'une planète, marquant le temps
de l'humanité. Probablement Saturne, appelé Chronos, donc le temps, dans la mythologie grecque. Choix donc d'une seule planète à laquelle on va se conformer, au rythme de laquelle on va se conformer. Et donc absolument aucune nécessité, on l'aura bien compris, à intégrer toutes les planètes du système solaire présentes et à venir. Alors, je fais une petite parenthèse, tout à fait au cœur de notre sujet, de toute façon, à savoir ces astrologues qui prétendent qu'il faut des années pour devenir astrologue. Pour ça, franchement, c'est totalement dépassé. Je ferai une concession, parce qu'on compare souvent les astrologues à des médecins. Pour guérir les gens, pour réparer les machines, il faut probablement une compétence très particulière et des connaissances très étendues. Et pour conduire une voiture, pour utiliser un ordinateur, ou tout simplement pour parler, ou pour faire ses besoins, ou pour marcher, il faut quelques exemples. On met le pied à l'étrier et puis la personne continue par elle-même. Donc arrêtons de parler de la longueur de la formation. C'est une vaste plaisanterie. Le cadre d'une consultation d'1 heure, de 2 heures, peut constituer en fin de compte la base même d'une initiation au modèle astrologique. Et nous voilà donc justement à cette question du modèle astrologique et du malaise des astrologues face à un modèle ou un anti-modèle qui est beaucoup trop confus, foisonnant, complexe, et dont ils n'ont absolument pas la maîtrise eux-mêmes. Alors, beaucoup d'astrologues aujourd'hui nous racontent que finalement, la meilleure solution, c'est la révolution solaire. C'est un aveu de faiblesse, sinon d'incompétence. Car dresser la révolution solaire, donc pour le moment de la naissance, pour le retour du soleil, au lieu, donc on fait un thème en fait, c'est un thème de l'anniversaire. Au lieu de suivre un certain cycle à travers ces phases, c'est véritablement la fin de toute réflexion cyclique cohérente. Et il faut bien reconnaître que c'est assez raisonnable de procéder ainsi. Je dis ça non sans une certaine ironie, car en effet, la plupart des astrologues aujourd'hui sont bien incapables d'avoir une vision claire sur plusieurs années de ce qui va se passer au niveau cosmique. Théoriquement, ils en sont capables, mais en fait, non. Et donc, on fait des révolutions solaires. On peut de temps en temps sortir une chose ici, une chose là, mais c'est du grappillage, c'est du ponctuel. Ils n'ont pas une vue d'ensemble de leur propre science, des propres configurations qui se présentent. Ils raisonnent sur maintenant. Voilà, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est leur truc favori. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans le ciel? C'est une espèce de coupe. D'ailleurs, en astrologie traditionnelle, on est dans la coupe. La coupe du thème natal, la coupe de la révolution solaire, la coupe du moment où un événement significatif ou pseudo-significatif se produit. Voilà. Et qui dit coupe dit, en fin de compte, non pas l'étude de tel astre par rapport à sa trajectoire, mais l'étude des relations entre cette supposée, entre l'astre en question et d'autres astres, constituant une configuration. Donc c'est ce qu'on appelle une astrologie spatiale, et non pas une astrologie temporelle. J'ai longuement parlé de ces questions. Il y a des gens qui ne sont pas à leur aise dans le temporel et qui préfèrent être dans la tranche. Voilà. Alors la tranche, la coupe, thème natal, thème horaire, thème
solaire, révolution solaire, etc. Donc là encore, vous comprenez pourquoi je dis que les astrologues maîtrisent mal leur sujet. Et ils le maîtrisent mal parce que, quelque part, ils ont créé une sorte de bulle qui les dépasse complètement. C'est-à-dire qu'ils sont dans une sorte de virtualité, en fin de compte, avec leur discipline. Ils ont perdu contact avec leur propre discipline, en fin de compte, quelque part. Alors, un autre sujet que je voudrais aborder, que j'ai annoncé en début de réunion, de causerie, c'est la question de comment les astres agissent sur nous. Alors, on peut dire évidemment, les planètes agissent sur nous. Mais comment? Par quel truchement? Par quel processus? Là encore, personne ne répond. Et je crois que la réponse la plus sérieuse est la suivante. Il s'agit de dire que, d'abord, premièrement, qu'il y a effectivement des hommes et des femmes. Et cette question-là n'est pas du tout secondaire en astrologie. Il y a des hommes et des femmes, et certaines phases sont mieux vécues par les uns que par les autres. Mais je voudrais insister sur un point en particulier. Mais encore faudrait-il mettre en avant un certain modèle pour cela. Parce que parler d'astrologie, quelle astrologie? Alors l'astrologie dont je voudrais parler, bien évidemment, c'est l'astrologie double carré, bleu-rouge. Comment passe-t-on d'une phase bleue à une phase rouge, du carré bleu à la carré rouge? Voilà au moins quelque chose de simple. Voilà au moins un outil que le client peut emporter avec lui, qui peut pratiquer, et ce qui peut démultiplier le nombre d'astrologues, le nombre de gens qui vont vérifier l'astrologie, et qui ne seront pas simplement des praticiens qui ont à gagner leur pain en donnant une satisfaction à leurs clients. Donc l'idée que l'astrologie ne serait défendue que par quelques praticiens ayant fait de longues études, c'est à mon avis à abandonner. Sauf dans ce qu'on appelle une sorte d'astropathologie, qui est un sujet très particulier. Mais ce qui nous intéresse en particulier ici, c'est quand même l'astrologie de la majorité, de la très grande majorité des gens, et non pas l'astrologie qui relèverait d'une pathologie, justement. Alors, ce passage de la phase bleue à la phase rouge est une chose à la base même de mon astrologie, et qui mérite d'être extrêmement simple, extrêmement accessible, extrêmement compréhensible. Ce changement est extrêmement intéressant à décrire. Je dis bien à décrire. Parce que nous ne sommes pas, il y a 10 000 ans, nous sommes en 2011. Donc ce que nos ancêtres ont constitué, par leur propre génie, nous devons le découvrir, bien évidemment. Mais notre rapport à l'astrologie n'est pas du tout le même que celui de nos prédécesseurs les plus originels. Ne confondons pas ce que nous avons comme problème par rapport à un savoir ancien et le problème qui se posait à ceux qui ont constitué ce savoir. Ça n'a rien à voir. Et donc, je proposerais que la sortie de phase bleue, qui correspond d'ailleurs à ce qui se passe maintenant, ou ce qui s'est passé au cours des mois précédents, la sortie de phase bleue
correspond à une volonté d'arrêter, de stopper, de freiner un processus. Et si nécessaire, de le saborder, si ça va trop loin. Et les femmes, en général, sont particulièrement bien placées pour se faire. Entendons par là que elles sont programmées en quelque sorte pour arrêter les choses. Elles sont programmées pour dire ça va, ça suffit, n'en jetons plus. En ce sens, elles sont là pour indiquer, en quelque sorte, que le processus arrive à son terme, comme une naissance qui arriverait à son terme, ou parfois comme une naissance qu'il s'agirait d'interrompre. Le risque effectivement est grand chez les femmes qu'elles veuillent interrompre trop tôt, prématurément, les choses. Il reste que les femmes tirent en effet le signal d'alarme lorsque les choses tendent à s'emballer, lorsque la machine est en surchauffe. En effet. Donc effectivement, cette spatialité qui consiste à se méfier des choses qui sont en mouvement perpétuel. C'est ça qui rend les rapports entre les femmes et l'astrologie assez ambigus, parce que, quelque part, elle propose une astrologie qui serait une sorte d'anti-astrologie, une astrologie statique, en tout cas une astrologie arrêtée, arrêt sur image, et donc, par conséquent, une astrologie qui pourrait être appréhendée à partir du moment où les choses s'arrêtent et où on dresse un cliché de ce moment-là, une coupe de ce moment. Approche qui, selon moi, est complètement contraire à l'esprit de l'astrologie. Toutes les formes de thème natal, d'ailleurs, sont contraires à l'esprit de l'astrologie. Sans exception. Thème natal qui comporte une grande diversité de facteurs, n'est-ce pas? C'est-à-dire qui s'étend dans l'espace, mais qui n'a pas de perspective véritablement. Et souvent, le thème natal c'est la base d'une extrapolation. Même les directions, ce qu'on appelle les directions en astrologie, sont des extrapolations à partir du moment de la naissance. Extrapolation, ça veut dire qu'ils ne tiennent même pas compte, en fait, compte des mouvements réels des astres. Cette tendance à s'intéresser avant tout à ce qui se passe ici et maintenant dans un espace donné, et non pas évidemment à ce qui a pu se passer ou ce qui pourrait se passer, ce qui est relativement plus abstrait, et qui exige des archives, qui exige des connaissances plus poussées. Nous avons affaire en fin de compte à une astrologie du pauvre, une astrologie de la pénurie, une astrologie de l'économie, mais qui, comme c'est le cas justement au niveau alimentaire, n'a pas pour objet ou pour effet de rendre les gens plus minces, mais il compense le manque d'informations utiles
à savoir la finalité, la filiation, la cyclicité, il compense cette absence d'information par d'autres informations sans aucun intérêt, mais auxquelles évidemment ils vont chercher à conférer un intérêt particulier. Ce remplissage qui consiste à remplacer un produit que l'on a en faible quantité par un produit que l'on a en grosse quantité, c'est un trait que l'on trouve dans d'autres sortes de niveaux, notamment au niveau alimentaire, au niveau culinaire, mais au niveau, par exemple, de Nostradamus, des centuries, dont il est très probable que on ait fabriqué des quatrains à la chaîne, et même à la pièce, avec un peu n'importe quoi, avec les moyens du bord. Donc elle a une sorte de substitut. On dit, oui, je ne sais pas à quoi ça... Je ne sais pas où l'on va, mais regardons où nous sommes. Et regardons tout ce qui se passe autour de nous. Très bien, mais à quoi ça nous sert? C'est une sorte de déviance, en fin de compte. Alors, nous sommes donc avec Saturne au milieu de la balance, donc en début, on va pas discuter de la question du début, parce qu'il y a des phases intermédiaires, en début de phase rouge, et c'est très dangereux, si on peut dire, pour toutes les constructions, toutes les systématisations. C'est effectivement le moment où l'on se dit que tout cet environnement mécanique, technique, et ça va très loin, même à la limite les livres, les objets font partie de cet environnement technique. Et à ce sujet, j'aimerais bien dire quelques mots de mes réflexions, à savoir que au départ, toutes ces techniques étaient censées, me semble-t-il, être en quelque sorte invisibles. C'est comme quelqu'un qui aujourd'hui porterait des lentilles qu'on ne verrait pas ou qu'on verrait très difficilement. Ce n'est pas fait pour être vu. La lentille, ce sont des lunettes, mais qu'on ne voit pas. On est censé ne pas voir. Eh bien, il y a beaucoup de choses de ce genre-là. Parfois, des gens qui ont perdu un membre et qui ont une prothèse qui se voit très peu, qui ont perdu un œil, qui dissimulent cette perte. Mais donc, donc la technique n'est pas là pour se mettre en avant au départ, elle est là plutôt pour se faire oublier. Mais, au bout du compte, ça voit à quel point notre civilisation met l'accent sur les objets. Tout à l'heure, en arrivant ici, je me suis dit que bientôt on ne définirait plus les gens que par les objets qu'ils ont en main, ou par les habits qu'ils ont sur le dos, et non pas par ce qu'ils sont eux-mêmes. Et dans le monde de l'avoir et non plus de l'être. Et justement, la phase rouge nous invite à, précisément, rechercher, non pas les apparences des choses, mais la réalité des choses et des gens. C'est-à-dire qu'elle nous invite, cette phase rouge, à regarder autour de nous pour identifier ceux et celles qui incarnent le mieux les valeurs qui nous paraissent essentielles.
La phase rouge est une sortie du système. On évite à la limite de passer par le système. Quand je dis système, c'est un système électoral, système éducatif, etc., etc. Une sorte de machine à fabriquer des gens et à formater des gens. Donc la période phase rouge, qui ne dure d'ailleurs que 3 ans et demi chaque fois, comme la période phase bleue d'ailleurs, la période phase rouge est une période qui nous invite à identifier les vraies valeurs, à les reconnaître et à les mettre en avant. Et surtout, bien entendu, à évacuer les fausses valeurs. Fausses valeurs qui ressemblent aux vraies valeurs, des gens qui se targuent d'avoir certaines valeurs, certaines qualités, et qui ne les ont qu'à un niveau extrêmement médiocre. Eh bien cela, normalement, ça se voit. Comme je le disais dans un précédent entretien, je crois avec mon ami Ludivine, la clarinettiste, comme je le disais dans un précédent entretien, les valeurs n'existent que si on les identifie, que si on les défend. Et beaucoup de gens prétendent incarner ces valeurs alors qu'ils ne font qu'imiter les originaux, ce sont des copies. Mais ce ne sont des copies qui n'ont pas les vertus des originaux. Le rôle de la phase rouge, c'est de faire émerger dans une sorte d'évidence ceux qui sont les plus doués, les mieux placés, les plus compétents. Et d'évacuer ceux qui ont des prétentions qui ne correspondent pas à la réalité, mais des prétentions qui ont pu être alimentées, comme tout à l'heure, par des techniques, par des trucages, par des systèmes, mais ce n'est plus de mise à ce moment-là. La phase bleue, une phase égalitaire, c'est-à-dire qu'elle met tout le monde sur le même pied. Un des cas les plus remarquables de la phase bleue, c'est d'ailleurs le fameux partage de la Palestine en 1947. Le 29 novembre 1947, c'est-à-dire 2 jours avant ma naissance. L'Assemblée générale de l'ONU, on parle tant aujourd'hui à propos de la Palestine justement, eh bien, l'Assemblée générale de l'ONU a voté en quelque sorte la partition de la Palestine en 2 États. Un État arabe, un État juif. Il s'agit là d'une construction complètement abstraite. Car il ne s'agit aucunement de 2 structures parallèles. Ce parallélisme, ce paritarisme, cet égalitarisme de la phase bleue est assez insupportable. D'un côté, nous avons le peuple juif, peuple de la Bible, peuple élu, peuple qui a traversé l'histoire et qui a traversé aussi la géographie d'ailleurs, et dont il a été décidé, dès le lendemain de la Première Guerre mondiale, il a été décidé de constituer sur les débris de l'Empire ottoman, constituer un foyer juif voué à accueillir tous les juifs en détresse. Et de l'autre côté, nous avons qui? Nous avons quelques populations arabes
Pas grand-chose par rapport au monde arabe, d'ailleurs. N'ayant joué, bien évidemment, en comparaison avec les Juifs, qu'un rôle tout à fait mineur. Et voilà donc, tout d'un coup, qu'on nous parle d'un peuple juif, en quelque sorte, non seulement d'un État juif, mais d'un peuple juif, et d'un État arabe, comme si la constitution de cet État arabe en Palestine avait la même importance, la même signification que la constitution d'un État juif. C'est aberrant. Mais ça, ce sont les produits des phases bleues. Qui sont des phases, je répète, qui... voilà, tout le monde a son truc, voilà, et du moment que tout le monde a son petit truc, eh bien tout le monde est pareil. Il suffit d'avoir l'objet en question dans la main, ou la médaille en question à la main, et tout le monde est pareil, du plus grand au plus petit. Eh bien, la phase rouge ne rentre plus dans cette logique-là. On le voit à l'ONU, où, en dépit de la très grande majorité des États qui veulent voter l'acceptation de la Palestine comme un nouvel État, je crois que c'est 194e, eh bien, il y a les États-Unis et peut-être d'autres États qui s'y refusent. Et qui disent, bah oui, vous avez beau être 150 à accepter, ou 140, nous refusons, et puis c'est voilà. Voilà, ça c'est la phase rouge. Cette espèce de refus de se laisser conduire par une majorité. Une majorité à qui on a donné des droits plus ou moins égaux et qui en abuse en quelque sorte. Et certains disent aujourd'hui, ah oui, mais oui, il y a un rapport entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passe en 1947. Oui et non. Parce qu'en 1947, finalement, il s'est agi, et moi personnellement je ne suis pas du tout convaincu que c'est intéressant, car en réalité, on dit 1947, mais si les Juifs, les Israéliens avaient perdu la guerre en 48-49, on ne serait pas plus avancé. Donc que l'ONU récupère cette histoire de 1947, la création d'un État juif en Palestine, c'est un petit peu cavalier. C'est un petit peu télescoper l'histoire des choses. Donc voilà un exemple d'un retour aux vérités fondamentales, qu'il y en a qui sont plus forts que d'autres, plus grands que d'autres. L'affaire DSK va dans le même sens, quelque part. En tout cas, c'est ce que les gens ont compris. C'est-à-dire qu'effectivement, d'un côté, il y a un personnage puissant, riche, reconnu. De l'autre côté, une inconnue, une anonyme, une émigrée, perdue dans Manhattan ou dans le Bronx, noire, africaine. Et on dit, ah bah oui, mais que voulez-vous, l'égalité, le droit, c'est l'égalité, tout le monde est pareil, etc. Ça encore, ce sont des utopies totalement. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Tout le monde n'est pas un génie, tout le monde n'est pas un leader. C'est de la pure démagogie. Et là encore, bah finalement, non, ça n'a pas marché, le procès n'a pas eu lieu. Donc là, il y a beaucoup d'humiliation pour le vulgum pecus qui se voit arrêté dans son processus. Au nom d'intérêts supérieurs. Je simplifie bien évidemment, parce que les raisons pour lesquelles on a mis fin à ce procès au pénal sont complexes. Mais le principe est là, la leçon est là. La grande difficulté, c'est que finalement, on a une sorte de processus qui est quasiment monopolistique. Il
faut faire des élections. Faisons des élections, faisons des formations, créons des écoles et prenons ceux qui viennent, qui sont émoulus de ces formations. Donc c'est une logique formatrice. Il faut créer les conditions pour que les choses se fassent. Conditions extérieures. C'est pour ça, souvent, quand on parle avec les femmes, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu plus de femmes dans tel et tel domaine, elles répondent « Ah, il n'y avait pas les conditions. Les conditions n'étaient pas réunies. » Mais ça, c'est une vision extérieure des choses. Il y a des visions intérieures. Un enfant qui apprend à parler, c'est un enfant qui certes voit, entend parler autour de lui, mais doit trouver en lui-même les facultés pour parler. Et s'il ne les trouve pas, eh bien, il est muet ou il est autiste, etc. Donc, il ne s'agit pas seulement de conditions extérieures. Il y a des êtres qui ont un potentiel intérieur plus puissant que d'autres. Et d'autres qui, quelles que soient les conditions favorables qu'on pourrait créer pour eux, ça ne les avancerait pas beaucoup. Ce qui pose la question d'un nouveau modèle économique. À quoi bon investir chez des gens qui n'ont aucun potentiel? Et en même temps, mettre dans des situations délicates et difficiles, des gens qui ont un gros potentiel, mais qui ne sont pas aidés par l'État ou par quelque système que ce soit. Donc là, à mon avis, il y a un problème d'investissement qui n'est pas assez sélectif. Il faut comprendre que les éléments les plus doués ont une productivité infiniment plus grande que les éléments les moins doués. Donc, il vaut mieux mettre le paquet sur les gens les plus doués, quitte à ce que les moins doués ne fassent qu'en profiter. Et quitte à ce que les moins doués, d'ailleurs, imitent les plus doués. Enfin, c'est un autre problème encore. Donc nous sommes en phase rouge, et tout ce qui est système, tout ce qui est union un petit peu contre nature, tout ce qui est rassemblement un peu en bric-à-brac, est menacé. Ça vaut pour certains partis politiques qui implosent, dont les composantes se distinguent les unes des autres de plus en plus. Je pense notamment à l'UMP, plus encore qu'au Parti socialiste. Donc, effectivement, il y a des systèmes dont on s'aperçoit qu'ils ne produisent pas des choses excellentes. De lourds systèmes ne produisent pas de choses excellentes, alors que des individus isolés se déroulent très bien. Donc ça remet en question évidemment les modèles. Ça va de soi. Nous avons donc, pour revenir à notre sujet principal, montré que les astrologues maîtrisaient mal leur sujet, en parlaient mal, n'étaient pas assez efficaces, puisqu'ils, au lieu de présenter le modèle que le client va pouvoir emporter avec lui, et qu'il va pouvoir appliquer à sa propre façon, eh bien, ils vont jouer ça dans une consultation d'une heure, et le client, il partira non pas avec le modèle astrologique, mais avec quelques mots, quelques expressions. Même s'il part avec le thème natal, ça lui avancera pas beaucoup. Et effectivement, l'astrologue devient quelqu'un qui expose et qui explique le modèle dans ses grandes lignes,
les grandes lignes, les règles du jeu, et puis c'est tout. Là, la personne s'en va avec le modèle, avec le schéma, comme on fait quand on sort de chez un numérologue d'ailleurs, et puis c'est terminé. Après, chacun applique le modèle à sa façon. Mais ce n'est pas l'astrologue, quel que soit le nombre d'études qu'il a fait, le nombre d'années d'études qu'il a eues, qui va être capable de parler de n'importe quel sujet et de faire jouer aux devinettes. Parce que n'oublions pas quand même que l'astrologie, telle qu'on la pratique, c'est un jeu de devinettes. Sinon de divination. Je devine par le thème que vous avez fait ceci, que vous êtes cela. C'est une devinette. L'astrologie, si elle doit se répandre dans les milieux les plus huppés, si on peut dire, les plus universitaires, doit cesser d'avoir de mauvaises fréquentations. Or, l'astrologue qui passe son temps à parler à des gens qui sont relativement simples, finalement, il n'avance pas beaucoup à ce niveau-là. Et puis, il parle la langue de son client. Alors que ce qui permet de fonder l'astrologie, c'est justement la progression des sciences humaines, des sciences historiques, des sciences juridiques. C'est ça qui permet justement de faire avancer l'astrologie. L'astrologie doit être donc en phase, non pas avec la représentation populaire des choses, des gens, des événements, mais avec une représentation beaucoup plus sophistiquée, qui a des chances d'être beaucoup plus fondamentale. Car, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, on ne saurait se contenter de pseudo-évidences, d'apparences, concernant les choses comme elles se présentent. Nous avons déjà dit dans des précédentes causeries à quel point certains traits extérieurs n'étaient pas signifiants. Et qu'il serait très risqué de construire des séries et des ensembles sur ces points extérieurs, sur ces dénominations extérieures, qui n'ont aucune valeur absolue et qui ne justifient pas qu'on élabore un modèle qui rende compte de ces différents événements. Cela dit, si le modèle est cohérent et précis, il mettra en évidence effectivement certaines bizarreries. À ce sujet, je dirais que lorsque l'astrologue échoue, il a deux solutions. Soit de reprendre sa copie, de la repenser, de se demander où il a fait une erreur, soit de rajouter d'autres choses. De rajouter d'autres choses, d'autres informations. On tombe dans la spatialité. Et c'est souvent le réflexe de certaines personnes, dès qu'elles ont un problème, ah, on va rajouter autre chose. Dès que quelque chose n'a pas tout à fait le goût voulu, on rajoute quelque chose. Au lieu de refaire chauffer, par exemple, un steak, eh ben, on va rajouter de la moutarde, par exemple. C'est cette notion de faire mûrir les choses qui échappe à certaines personnes, et plutôt que de les faire mûrir, ils préfèrent ajouter des ingrédients. C'est une sorte de substitut d'ailleurs, en fait, parce que les ingrédients vont faire évoluer le produit. Au lieu de le faire évoluer par lui-même, ils le font évoluer de manière un peu artificielle. Donc voilà, notre causerie arrive à sa fin. Alors on nous dira, mais oui, on vous dit que les astrologues ne maîtrisent pas leur propre sujet. Oui, je pense que nous avons affaire à une génération sacrifiée. Les astrologues d'aujourd'hui sont des astrologues qui n'ont pas d'avenir, c'est le cas de dire. Il faut préparer dès maintenant une nouvelle génération
qui sera beaucoup plus pragmatique, c'est-à-dire qui disposera de modèles simples, avec des variantes et des phases bien définies, et pas avec 36 choses qui viennent se mélanger, se croiser, mais un cycle d'un seul facteur planétaire, avec des balisages de la course, notamment par l'objet de référence stellaire, un modèle que toute personne pourra comprendre, étudier, emporter, et et l'astrologue est là pour lui apprendre à s'en servir, tout simplement. Il est là pour lui expliquer comment on fait fonctionner le modèle. Modèle qui d'ailleurs il faudra mettre évidemment sur informatique, qu'il faut que la personne sache à un moment donné où est sa courbe, est-ce qu'elle est en phase bleue, phase rouge. Étant donné, enfin je peux cacher en disant ça parce que de toute façon nous traversons en même temps les mêmes phases. Alors donc c'est pas un comme ceci, un comme cela. C'est aussi l'avantage de ce système de l'astrologie double carré, c'est d'être universel et de ne pas s'intéresser au thème natal et de considérer que nous sommes tous dans le même bain, si ce n'est que nous sommes les uns des femmes, des hommes, des immigrés, des handicapés, et que nous sommes plus favorisés de facto par certaines phases que par d'autres. La phase bleue favorise les gens qui sont un petit peu marginalisés, qui ne s'intègrent pas dans une société trop structurée, et elle favorise donc ceux-là, et en même temps elle défavorise ceux qui sont beaucoup plus chez eux, qui ont une compréhension beaucoup plus profonde de la question. Donc c'est ça le grand problème. Et la phase rouge met fin à cette présence envahissante d'éléments qui ne sont pas vraiment viables, qui sont présents par le biais de techniques de trucage en quelque sorte, par le biais de systèmes qui prétendent transformer les gens et en faire des gens nouveaux, alors qu'il vaudrait mieux commencer par exploiter les ressources humaines.